Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. La réunion annuelle sur le dialogue politique entre la République de Djibouti et l'Union européenne s'est tenue aujourd'hui, c'était à l'Institut des études diplomatiques. Et le Fonds monétaire international et 3 autres organisations mondiales ont appelé hier à l'octroi de 15 milliards de dollars cette année pour lutter contre la pandémie et de nouveau coronavirus et consolider tous les systèmes de santé. C'était les titres. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. La réunion annuelle sur le dialogue politique de cette année en cours entre la République de Djibouti et l'Union européenne a eu lieu aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf, de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Aïden Ouara, en présence notamment du ministre de l'Intérieur, Saïd Nouhassen, de la ministre de l'Économie numérique et de plusieurs hauts responsables et diplomates accrédités à Djibouti. Les réunions annuelles sur le dialogue politique entre la République de Djibouti et l'Union européenne s'inscrivent dans le cadre de l'accord de Cotonou liant la zone ACP et l'Union européenne. L'accord de Cotonou a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition des priorités et de principes communs en vue d'un partenariat fondé sur le dialogue politique. Les relations économiques bilatérales entre l'Union européenne et Djibouti à travers la programmation conjointe de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne, la transition numérique, le Global Gateway, le développement de la situation économique à Djibouti, notamment l'impact de la pandémie, du conflit en Éthiopie et de la guerre en Ukraine, la politique nationale, notamment les élections législatives en 2023 à venir, donc, ainsi que l'examen périodique universel, la politique régionale à travers la situation de paix et de sécurité dans la région de la Corne de l'Afrique et la lutte contre la piraterie à travers l'opération Atalante, et enfin la présidence française de l'Union européenne, notamment ses priorités pour les 6 prochains mois étaient entre autres les sujets abordés lors de cette réunion annuelle sur le dialogue politique de cette année. L'ambassadeur européen Aïden Ouara s'est dit réjoui dans son intervention de la régularité de ce dialogue politique qui est l'occasion, a-t-il dit, d'avoir des discussions ouvertes sur des différents aspects des relations liant l'UE à Djibouti d'une part et d'autre part de montrer l'intérêt que l'Union européenne porte au développement de Djibouti. Voici un extrait de son intervention. Nous savons que Djibouti s'intéresse au programme Global Gateway de l'Union européenne et nous nous efforcerons ce matin de partager avec vous les informations dont nous disposons. Nous sommes ravis, Monsieur le ministre, que vous avez représenté Djibouti lors du sommet Union africaine-Union européenne à Bruxelles en février et lors d'un forum sur la coopération avec l'Indo-Pacifique organisé à Paris par la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Nous tenons à remercier Djibouti pour son soutien à l'Ukraine auprès des Nations Unies à New York, de l'UNESCO et de la francophonie. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, l'a bien dit lorsqu'il a déclaré, et je cite, « Nous sommes contre l'usage de la force au détriment de l'intégrité et de l'indépendance d'un pays voisin, contre la violation du droit international et ses dispositions de la Charte des Nations Unies et pour le règlement pacifique des conflits. Il faut protéger les civils et que les parties parviennent à un accord négocié dans les meilleurs délais. » Fin de citation. Tels sont les propos du président et nous sommes, comme vous l'avez constaté, tout à fait d'accord avec lui. Selon l'article 3, les parties engageront un dialogue de partenariat régulier, équilibré, global et substantiel dans tous les domaines. Le ministre des Affaires étrangères a quant à lui mis en exergue l'importance de ce dialogue politique qui est, a-t-il dit, un exercice de réflexion, d'échange et de partage de points de vue et d'idées sur le partenariat entre l'Union européenne et la République de Djibouti. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, nous avons l'occasion durant cette matinée
d'échanger sur des sujets variés liés à l'économie, la pandémie, la paix et la sécurité, la transition numérique, le rôle de l'Union européenne, le partenariat Union africaine-Union européenne, les questions de politique interne, et j'en passe. L'on comprend aisément que les défis sont de taille. Mais l'on est aussi convaincu que les actions solidaires et concertées, à travers un multilatéralisme innovant et dynamique, nous permettront de résorber une partie des chocs causés par les différentes crises. En définitive, l'Union européenne reste un partenaire fiable. Depuis de nombreuses années, le partenariat entre l'Union européenne et la République de Djibouti a fait œuvre utile. Ajoutez à cela le rôle que l'Union européenne joue à travers l'organisation régionale qui est l'IGAD, dont le siège se trouve à Djibouti. À ce titre, il faut être reconnaissant, et le gouvernement de Djibouti l'est parfaitement. Les enveloppes dédiées à la coopération ont été portées de 355 millions d'euros pour le 11e FED et la finalisation du 10e FED. Sur les chiffres qui sont à notre disposition depuis plus d'une dizaine d'années, à partir de 2009-2010, c'est plus de 600 millions d'euros qui ont été investis dans le développement de Djibouti à travers les contributions des contribuables européens. À ce titre, je tiens solennellement à exprimer les remerciements du gouvernement de Djibouti et du peuple djiboutien pour cette solidarité très active. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, a procédé hier à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'Office national d'assistance aux réfugiés sinistrés, l'ONARS, avec l'ambassadeur de l'Union européenne, c'était au PK13. Cette nouvelle structure de l'ONARS, construite par l'Organisation internationale pour les migrants, l'OIM, se trouve sur une superficie de 12 kilomètres, de 12 000 mètres carrés, et comprend une série de bâtiments qui abriteront des bureaux et des salles de réunion. Eh bien, ce nouveau siège flambant neuf, grâce au financement de l'Union européenne dans le cadre du projet Solutions pérennes pour les populations hautes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables sur le territoire de Djibouti, symbolise l'ambition de mieux assister et protéger les migrants, les réfugiés et les populations d'accueil. Le secrétaire exécutif, une bonne installation dans ces nouveaux locaux. Bravo. Cette cérémonie donc a vu la participation du chef de délégation de l'Union européenne, de nombreux ambassadeurs accrédités à Djibouti, des membres du gouvernement ainsi que des chefs d'agences du système des Nations Unies à Djibouti. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, après avoir effectué une visite guidée, s'est félicité de ce travail accompli grâce à l'étroite collaboration avec l'OIM. Nous l'écoutons. Il faut dire que c'est une première. 44 ans après, l'ONARS vient de changer de locaux et elle vient donc d'aménager dans des locaux flambant neufs qui vont donc lui permettre de mieux comment on appelle ça, faire son travail, mieux accueillir les populations cibles, à savoir les réfugiés ou les sinistrés. Et je suis très content donc aujourd'hui parce que je pense que c'est une plus-value très sûre qui vient de s'ajouter aux capacités déjà efficaces de l'ONARS. Je le félicite. Le ministère de la Santé, en collaboration avec le réseau africain d'épidémiologie de terrain, le Centre de prévention et de contrôle des maladies des États-Unis et l'Autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, ont lancé hier matin une formation sur le mentorat
des récents gradués du programme de formation en épidémiologie de terrain de première ligne. Objectif, former des nouveaux gradués de Djibouti sur le mentorat en épidémiologie de terrain afin qu'ils accompagnent les résidents de la cohorte 2 qui vont donc prochainement bénéficier d'une formation en épidémiologie. Ce programme vise à l'amélioration de la santé des populations par le biais de renforcement de la capacité du ministère de la Santé à enquêter, détecter, prévenir et répondre en amont aux problématiques prioritaires de santé publique et ce dans les meilleurs délais. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît avec à ses côtés le directeur général de l'Institut national de santé publique de Djibouti, Dr Hussein Youssef Adalal. Ils ont tour à tour souhaité la bienvenue aux participants et félicité les gradués pour leur sélection à la formation sur le mentorat. Le secrétaire général du ministère de la Santé a rappelé l'importance de cette formation et a exhorté les gradués à s'engager pour l'atteinte des objectifs de la formation. La formation théorique, vous avez eu la formation pratique sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'à partir de maintenant, nous disposons d'une troupe d'épidémiologistes capables de nous fournir au niveau de tous les pays, en tout cas à plus de 80%, des informations nécessaires pour la politique de santé. Tout à l'heure, j'ai assisté à quelques exposés. Les discussions sont fructueuses d'après ce que j'ai entendu en quelques mots. Nous sommes, en tout cas au ministère de la Santé, prêts à accompagner tout ce qui peut améliorer la santé. Et comme je disais, en premier lieu, ce sont les données. Il y a deux types de données. Il y a les données qu'on recueille auprès du lit de malade, dans les hôpitaux, dans les structures de santé. Il y a des données qu'on récupère sur le terrain, une fois qu'on a quelque chose comme pour le terrain, pour prévenir ou alors pour traiter l'origine de mal. Nous avons, comme vous savez, un certain nombre de maladies qui réémergent, comme la brucellose, la leishmaniose. Pourquoi ces maladies réémergent? Il faut aller voir ce qui se passe sur le terrain, d'où viennent ces malades et pourquoi, à l'heure actuelle, nous avons ce genre de maladies. Nous avons parlé tout à l'heure des accidents. Pourquoi il y a des accidents? Pourquoi telles zones sont plus accidentogènes que d'autres parties du territoire? Et cela permet l'amélioration de la situation sanitaire globale du pays. Suivons à présent les explications sur cette formation du directeur général de l'Institut national de santé publique de Djibouti, le Dr Hussein Youssef Adalal. Nous sommes aujourd'hui dans la salle de formation du ministère de la Santé où se déroule une formation de mentorat, donc des gens qui vont suivre la formation des résidents qui on est en train de former. Comme vous le savez, nous avons déjà lancé la formation de la cohorte 2 et ces résidents sont de différents corps constitués, sont de différentes régions. Donc l'objectif pour nous, c'est de pouvoir améliorer, où nous avons déjà démarré lors de la première cohorte, des tutorats au nombre de 4 personnes. Puis actuellement, nous l'avons extend à 8 personnes. Donc on aura au total permettre au renforcement des structures sanitaires. Et tout ceci est réalisé par le biais de l'Institut national de santé publique qui coordonne sous le financement de la FNET, du CDC d'Atlanta, de l'OMS et également de l'IGAT. Le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec la FAO, a clôturé à Obok une formation de 3 jours sur la vaccination de la peste des petits ruminants et de la pleuropneumonie contagieuse caprine au profit des auxiliaires. Et cette formation vise à améliorer les connaissances et motiver les personnels de terrain sur la vaccination contre la PPR et de la pleuropneumonie contagieuse caprine. Cette formation des vétérinaires et des techniciens sur la vaccination de la peste des petits ruminants a pour objectif d'offrir une opportunité pour les agents de terrain afin d'améliorer leur compréhension et leur connaissance sur les bases de la vaccination. À travers ces séances de pratique, les agents de terrain ont été formés sur la vaccination,
Les participants ont assisté à des démonstrations pratiques sur les méthodes d'inoculation du vaccin aux animaux. Cette campagne fait partie intégrante de la stratégie mondiale d'éradication de la PPR dans le monde, stratégie dirigée par la FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale et entreprises dans tous les pays. La PPR est une maladie virale hautement contagieuse affectant plus fréquemment les moutons et les chèvres. Suivant à présent, écoutons les propos du responsable de l'élevage au ministère de l'Agriculture de la région, M. Ali Ibrahim, ainsi que le mot du sous-préfet d'Obok pour plus de précision. Nous voici encore réunis aujourd'hui pour préparer la campagne de vaccination contre le PPR. Je remercie la FAO pour son appui technique, logistique et la mise à disposition des vaccins. Il peut être utile de rappeler cette campagne a été retardée par le Covid-19. Pourquoi cette campagne de vaccination? Tous les pays du monde sont en train de vacciner pour éradiquer cette maladie, les moutons et les chèvres. Elle atteint le système pulmonaire et digestif et provoque une forte mortalité. Il n'y a pas de traitement efficace contre cette maladie, c'est ce qu'il faut savoir, mais les vaccins sont disponibles. Donc, cette campagne est très utile pour vous, et des relais entre la vaccination et les éleveurs aussi. Vous connaissez mieux le terrain et les positions du campement parce que vous êtes quand même des volontaires, des auxiliaires. Donc, vous vivez auprès des éleveurs, vous êtes de la famille des éleveurs dans chaque région. Donc, nous sommes vraiment très contents de cette formation pour vous et nous serons à votre côté. De plus, vous avez souvent des relations familiales, comme je viens de dire, des confiances. Les gens ont plus de confiance en vous puisque vous êtes à côté et vous pouvez mieux faire passer les messages. Je vous remercie. Voilà, nous procédons à la clôture d'une formation qui a été organisée par la direction d'élevage en collaboration avec les FAO dans le cadre des campagnes de vaccination des pestes des petits ruminants. Voilà, vous avez reçu une formation de 3 jours. Donc, à cet effet, j'exhorte tous les auxiliaires de mettre en œuvre au terrain ce que vous avez pris. Donc, je clôture cet atelier au nom du préfet de la région de Bok. À mon nom personnel, je déclare clos la formation. Page nécrologie à présent, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès survenu dans la matinée du 3 avril dernier à l'hôpital Pelletier de Feu à Guélé Bahdan, notable dans la région d'Arta. Il était aimé et respecté par sa communauté. Il laisse derrière lui une épouse, 13 enfants, 14 petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants. Le défunt était le grand-père du directeur de la cinématographie, Sahal Hussein Dalal. En ce mois béni, nous prions Allah de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous le disais en titre, le Fonds monétaire international et 3 autres organisations mondiales ont appelé hier à l'octroi de 15 milliards de dollars cette année pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus et consolider tous les systèmes de santé. Le FMI, en partenariat avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, le Fonds mondial et le Wellcome Trust ont publié un document de travail appelant à une réponse plus complexe et intégrée de la communauté internationale face à ce fléau. Il est désormais évident que la Covid-19 sera avec nous pour longtemps et il y a des scénarios très différents selon la façon dont elle évoluera. D'un scénario endémique léger à un scénario de variant dangereux, note le document. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes. Sortez les Djibouti.